En Côte d'Ivoire, les manifestations virent au conflit communautaire à Daoukro. On ne veut plus d'eux ici, menace des jeunes en colère. Les manifestations contre la candidature à un troisième mandat du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara se sont muées en conflit entre communautés à Daoukro, fief de l'ex-président Henri Konan Bédié dans le centre de la Côte d'Ivoire. Samedi, Apollinaire Ngoran Kwame, 45, a été tué par balle alors qu'il montait la garde en compagnie de jeunes de la localité d'Anoumabo. C'est ce qu'ont constaté des journalistes. Monsieur Kwame était de l'ethnie Baoulé, soutenant Henri Konan Bédié, lui-même un Baoulé originaire d'Anoumabo. Alassane Ouattara est donc au centre de toutes les crispations depuis qu'il a annoncé vouloir briguer un troisième mandat. David Jagbavi, est-ce qu'il fallait un peu s'attendre à ce scénario quand Ouattara a annoncé qu'il remplissait? Oui, bien évidemment, les signaux étaient rouges depuis très longtemps. Il fallait s'attendre à ce revirement de situation. À tout moment, le pays pourrait basculer dans la violence à la suite de l'annonce de Ouattara de se présenter pour un nouveau mandat. C'est les prémices d'une guerre civile qui se dessine à l'horizon. Vous savez, en 2010, la Côte d'Ivoire avait traversé une guerre et c'est les mêmes situations. Aujourd'hui, c'est les mêmes clichés en tout cas qui se présentent. Ça a commencé toujours comme ça, bien avant 2010, avec des attaques interethniques, les violences qui sont perpétrées contre des communautés ciblées, etc. Et tout de suite, le feu a pris. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner de voir la situation dégradée de la sorte. Ça vient de commencer, ça va continuer. Et connaissant les Ivoiriens, surtout ceux qui s'opposent à la nouvelle candidature de Ouattara, connaissant ses opposants, il faut s'apprêter à tout. Aujourd'hui, c'est les premières victimes, c'est ça, c'est les communautés, celles qu'on accuse de soutenir le président Ouattara, ou alors celles qu'on accuse de soutenir l'opposition. Et cette guerre, elle risquerait d'embraser tout le monde. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va s'en sortir perdante dans cette histoire. Je crois qu'il faut que ces chefs d'État africains qui ne pensent pas à leur pays comprennent la nécessité de laisser des pages entières de leur passage à la tête de certains pays, surtout pour le cas de Ouattara en Côte d'Ivoire, qui avait été cru sur sa parole donnée au départ, puisque personne ne l'avait forcé à partir. C'est lui-même qui a imploré la clémence des Ivoiriens de le laisser partir. Il a dit plusieurs fois sur de nombreuses sorties médiatiques. Il s'est confié à l'ensemble de la population ivoirienne qu'il avait porté au pouvoir en 2010. Et donc, tel un chef d'État qui vient solliciter une sorte de clémence vis-à-vis ou de la part de ses électeurs, je pense qu'il a été cru, mais très vite, Ouattara a affiché un autre visage de cette personnalité qu'il avait toujours passé toutes ces années à cacher aux Ivoiriens et à l'ensemble du monde entier. Tout de suite, il est revenu sur sa décision et vous avez vu les premières heures de l'annonce de sa candidature, vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et cette situation tragique que personne ne souhaite pour la Côte d'Ivoire risquerait de passer à une autre vitesse si les choses ne rentrent pas dans l'ordre comme l'auraient souhaité beaucoup de personnes. En tout cas, les violences qui ont commencé par secouer la Côte d'Ivoire depuis mercredi dernier ont fait au moins 5 morts. On parle également de 116 blessés. La tension n'est toujours pas retombée au niveau du pays. Mais comment on explique, Credo Tété, que l'annonce de la candidature de Ouattara ait pu se muer en violence intercommunautaire? Là, ce sont des Baoulés et des Malinqués qui s'affrontent. Non, c'est que cela couvait depuis et Ouattara en était bien conscient parce qu'il a participé, disons, à cette distanciation, bien à cette guerre entre les communautés parce que sa gouvernance même est questionnable à ce sujet. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays assez fragile. Et les Ivoiriens, certes, ils ont toujours, disons, cette énergie de
de surplomber les choses, de prendre le devant ou bien de prendre le dessus de chaque situation. Ce sont des gens, le peuple ivoirien est un peuple qui se reprend assez vite. Mais les hommes politiques ivoiriens n'aident pas ce peuple à s'épanouir pleinement. Monsieur Alassane Ouattara, qui est l'actuel président encore pour quelques mois, savait que sa nouvelle candidature n'allait pas passer. Et vous aurez remarqué, Samuel, que lorsqu'il avait donné son intention de ne plus se présenter jusqu'au choix de feu Amadou Gon Coulibaly, vous avez vu, disons, comment est-ce que la population, ou bien les populations ivoiriennes avaient accueilli cela. Et au soir de son annonce de prendre en griffe ses responsabilités, vous avez vu que tout a basculé. Tout a basculé parce que les vieilles rengaines ont ressurgi, parce qu'il y a un certain Alassane Ouattara qui a participé aussi, un tant soit peu, à la situation politique de l'heure, qu'il décide de continuer par jouer les partitions, que les franges, il y a des franges qui sont assez strictes, assez carrées, veuillent même aujourd'hui lui dire que, en fait, nous avons subi, mais nous ne sommes plus prêts à subir, disons, même si c'est pour quelques heures, une nouvelle candidature de votre part. Donc, cela doit beaucoup plus interroger M. Alassane Ouattara dans son fort intérieur. Et s'il aime vraiment la Côte d'Ivoire, donc je crois qu'il doit pouvoir faire cette introspection. Parce que si c'est à cause de lui que les conflits communautaires vont se multiplier et vont dégénérer, donc là, il lui revient également, il lui appartient en tant qu'être humain de prendre ses responsabilités et puis d'envoyer le signal assez fort à ces populations-là. Je crois, M. Alassane Ouattara n'a pas un bilan que négatif. Donc, il a également un bilan positif parce que l'ambiance dans laquelle il avait pris le pouvoir, les conditions dans lesquelles il avait pris le pouvoir, donc on ne donnerait pas que M. Alassane Ouattara allait pu poser certains jalons. Mais c'était son appétit un peu gloutons qui ont fait que les alliances qu'il avait scellées avant d'arriver au pouvoir se sont effritées. Et également avec le PDCI. Oui, avec le PDCI, parce que Alassane Ouattara est un politique assez rusé. Et lorsque vous écoutez certains politiques ivoiriens, ils disent, même s'ils n'ont pas le courage de l'exprimer clairement, en voulant définir Alassane Ouattara, donc ils le présentent comme un politique avec qui vous pouvez discuter, mais il vous sera difficile de voir la concrétisation de ce que vous aurez retenu. Donc, Alassane Ouattara, c'est sa personnalité aussi. Et pour quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, donc il faut savoir que la personne a toutes les cartes et réfléchit à tous les scénarios avant de rebondir sur le plan politique. Mais s'il m'était demandé de porter, disons, une analyse sur son intention de candidature, je dirais Alassane Ouattara, il a combattu le bon combat, il a achevé sa course à sa manière, on doit lui jeter des lauriers, mais avant qu'il ne profite des bienfaits de ces lauriers, qu'il donne un signal fort au peuple ivoirien. Les événements d'Aoukro, ça peut révéler aussi l'échec d'un pan de l'action d'Alassane Ouattara, c'est la réconciliation, parce que si on voit aujourd'hui des ethnies qui, en tout cas depuis une dizaine d'années, ne se sont plus affrontées, arriver à se rentrer dedans comme cela, c'est que les ressentiments sont toujours là, les rancœurs sont là. La réconciliation n'a jamais été une réalité en Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara. Tout le monde en est conscient. On a vu comment la question de la réconciliation avait été gérée au début avec l'ancien Premier ministre, ancien gouverneur de la BCEAO, qui avait été nommé président de la commission réconciliation, justice, etc. Mais cette commission n'était pas arrivée au bout de sa mission. Et donc, il est resté, en tout cas, un arrière-goût amer dans la gorge de beaucoup d'Ivoiriens qui avaient voulu beaucoup plus voir Ouattara s'investir sur ce dossier de réconciliation. Et donc, cette réconciliation, elle a été un échec pour Ouattara. Et entre les communautés, la guerre interethnique existait depuis
Et c'est un feu qui couve depuis très longtemps. Et donc les gens attendaient que le bon moment pour sortir, régler des comptes à leurs concitoyens qui sont originaires ou qui sont issus d'autres ethnies. Les Baoulés sont majoritairement acquis à la cause de Bédié. Les Malinké, c'est des musulmans qui s'alignent derrière Ouattara. Mais entre ces deux ethnies, depuis très longtemps, la paix n'a jamais existé. Les Baoulés n'ont jamais accepté le départ de Bédié du pouvoir dans les conditions dans lesquelles il était parti. Et la suite, ce qui a suivi après Bédié et tout ça, l'arrivée de Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ouattara qui a été pendant très longtemps traité comme un étranger qui est venu s'accaparer du pouvoir ivoirien. Et cela n'est jamais passé. Ce n'est pas seulement entre Malinké et Baoulé, mais c'est entre les autres ethnies aussi. Donc, aujourd'hui, les gens s'attendaient à voir Alassane Ouattara partir en laissant la Côte d'Ivoire en paix ou alors sur le chemin de la paix. Mais non, très vite, Alassane Ouattara est revenu sur sa décision et ça a causé ce que ça a causé. Aujourd'hui, c'est quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, les gens se regardent en chien de faïence. Vous aviez été frère, vous aviez été concitoyen, vous avez été fils d'un même pays, mais le pouvoir et la politique ont commencé aujourd'hui à diviser. Voilà, et cette division risquerait de créer d'autres situations. 5 morts déjà, dès les premiers jours d'annonce de sa candidature. Et par la suite, aujourd'hui, on s'attaque aux ethnies. Ça veut dire que c'est des Ivoiriens eux-mêmes qui se font la guerre pour sauver le pouvoir de quelqu'un ou alors pour préserver cette volonté d'arriver au pouvoir de l'autre. Et cela risquerait d'aller très loin. Donc la question de la réconciliation aujourd'hui à Abidjan a été une question très sensible. On a vu dès le début son investissement, l'investissement du président Ouattara a réglé ce problème, mais les Ivoiriens ont refusé d'aller à la réconciliation parce que vous ne pouvez pas appeler à la réconciliation quand vous mettez des gens, des anciens présidents en prison, des anciens dirigeants politiques de ce pays en prison, Gbagbo, Blé Goudé et les autres, quand vous refusez d'ouvrir les frontières de la Côte d'Ivoire pour accueillir les compatriotes ou alors faire rentrer d'autres Ivoiriens qui se sont exilés, qui ont fui le pays pendant les périodes de troubles, lorsque vous refusez de traduire en justice ceux qui ont été reconnus coupables des violences, de tout ce qui s'est passé en tout cas à Abidjan, ou alors quand vous êtes là à vouloir protéger une entité qui est reconnue coupable de certaines exactions en Côte d'Ivoire. Et donc cette question de réconciliation n'était pas très bien passée. Les Ivoiriens n'avaient pas confiance. Ils voulaient voir Alassane Ouattara s'investir beaucoup plus profondément pour justement faire asseoir cette réconciliation. Mais pour des questions de protection de son pouvoir aussi, il fait semblant voilà, il a dû mettre certaines personnes dont les noms sont cités dans les enquêtes sous sa propre protection, et cela a frustré certains Ivoiriens qui n'ont jamais accepté que le dossier de la réconciliation soit traité comme ça en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on entend encore parler de Baoulé, de Bété, de Dioula. Ça montre qu'on n'a pas encore une nation, hein. Non, mais je crois qu'on a des compartiments de nations, parce qu'il y a toujours cette guéguerre, je le disais tantôt. Donc, il y a un travail de fond à faire. En Côte d'Ivoire, il y a un travail de fond. Est-ce qu'on veut le faire? Non, je crois qu'ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire parce que même si M. Alassane Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire, donc le problème de fond va demeurer. Donc, il faudrait que le peuple ivoirien se rende à l'évidence qu'ils doivent se surpasser et puis dépasser certains clivages. Parce que les clivages ont été créés et alimentés, non pas l'histoire, mais par l'histoire des hommes politiques. Donc, ce sont les hommes politiques qui ont surfé sur cette ligne et voilà dans quel état ils ont laissé la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait également que les hommes politiques changent de mentalité, soient positifs, même dans leurs propos, que leurs propos soient beaucoup plus rassembleurs. Mais le gros du travail sera fait par la base. Et lorsque je parle de la base, je suis en train d'insinuer le rôle même souverain de ce peuple. Donc ce peuple-là même doit se rendre à l'évidence que les hommes politiques ont essayé de les téléguider comme des marionnettes. Les hommes politiques, pour assouvir leur soif
les ont affrontés. Maintenant, ils sont tous ivoiriens, ils doivent prôner la paix. Donc, la paix, là, ils doivent les imposer à chacun des hommes politiques pour qu'ils sachent que, en fait, le peuple ivoirien réfléchit autrement et que le peuple ivoirien n'est pas à la sorte des hommes politiques. Le peuple ivoirien n'est pas la sorte des hommes politiques, mais c'est la candidature d'un seul homme politique qui déclenche cette situation. Au-delà de la personnalité d'Alassane Ouattara, est-ce que vous avez le sentiment que des gens comme Henri Konan Bédié et autres veulent aussi sauvegarder cette paix-là? Non, dans la situation actuelle, non, chacun joue sa partition. Chacun joue sa carte pour préserver ses intérêts. Et Bédié a plus à gagner dans la situation actuelle parce que il s'estimerait encore populaire au sein d'une communauté qui refuse d'admettre la candidature de Ouattara. Et donc, la situation bordélique, entre parenthèses, dans laquelle se retrouve la Côte d'Ivoire aujourd'hui, profiterait beaucoup plus aux opposants de Ouattara. Et chacun de ces opposants n'a pas envie de participer à l'apaisement de cette situation. Vous avez vu la position qu'a adoptée Bédié, vous avez vu la position qu'adoptent les autres, Gbagbo, Blé Goudé, etc. Personne ne veut être ami à Ouattara actuellement dans cette situation dans laquelle se retrouve Abidjan, parce que ils estiment que c'est Ouattara qui est responsable de cette situation. Et quelque part, il faudrait reconnaître aussi la grande responsabilité de Ouattara. Vous savez, la Côte d'Ivoire serait passée dans une période électorale paisible si Ouattara n'avait pas voulu revenir, même si son premier ministre est décédé. Moi, je dis c'est un faux débat lorsqu'on dit, lorsqu'on affirme que c'est le décès du premier ministre qui a fait revenir Ouattara sur sa décision. Ce n'est pas responsable de sa part, parce qu'un chef d'État, quand il donne sa parole, il la tient, il la maintient et il la met en exécution. Ailleurs, on sait comment ça s'organise, les successions au sein d'une formation politique. Aux États-Unis, en France, on sait comment ça se passe. S'il y avait cette volonté de Ouattara de partir véritablement, je pense que sous Gon, on aurait pu trouver un dauphin aussi qui pourra lui succéder, parce que c'est des êtres humains. Ils peuvent partir à tout moment, comme c'était le cas du Premier ministre. Et donc, on arrête de dire que parce que Gon est décédé et donc Ouattara peut revenir. Je pense que Ouattara avait la chance de sauver la Côte d'Ivoire. En tout cas, comme je le dis, de laisser sa marque, de laisser son nom dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens, pour celui qui aura participé, quel que soit le bord politique au sein duquel vous vous retrouvez. En tout cas, vous aurez peut-être cette vision de cette personne, de cet homme d'État qu'a été Ouattara, de le prendre comme celui qui aura participé, en tout cas, à apaiser, à apporter la paix à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après toutes ces années de guerre. Même si beaucoup estiment que c'est par lui que la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire, ou c'est lui qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire. Je pense que après avoir passé 10 ans à la tête d'un État qui sortait d'une situation de guerre, il est temps que vous partiez. Et il avait été applaudi et soutenu lorsqu'il avait annoncé sa décision de partir. Mais l'homme étant ce qu'il est, nous avons été tous désagréablement surpris. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Vous voyez, tous les jours, c'est des manifestations. Tous les jours, c'est des morts, c'est des blessés. Et bientôt, la Côte d'Ivoire risque de rentrer dans la grande phase d'instabilité à partir des semaines et des mois à venir. Parce que plus on s'approche de la date fatidique du 31 octobre pour les élections, plus la situation risquerait d'échapper à tout le monde quand elle va dégénérer à tout moment. Qu'est-ce qui peut, à l'heure actuelle, permettre de ramener un peu l'apaisement et aller à des élections, à une élection présidentielle sereine? Non, je crois que M. Alassane Ouattara doit reconsidérer sa décision. Donc, s'il a ce courage aujourd'hui de reconsidérer... Apparemment, ça, c'est pas à l'ordre du jour, parce que le 22, il sera investi candidat. Oui, il sera investi, mais aujourd'hui, nous sommes le 17. Donc, du 17 au 22, donc on a au moins 5 jours. Donc, les bonnes décisions peuvent être encore prises. Donc, M. Ouattara a la clé de la décrispation de la situation. Il a la clé en main. Donc, s'il veut enfermer le peuple ivoirien dans cette situation d'instabilité, quitte à lui, mais nous pensons que M. Ouattara peut se cacher derrière un autre candidat. S'il a eu le courage
d'identifier le feu Gon Coulibaly, c'est qu'au sein de son entité politique, il y a toujours des bras valides. Vous avez remarqué qu'il avait même le choix pour trouver un Premier ministre. Et le choix n'a pas été facile. Il avait l'embarras de choix. Oui, l'embarras de choix. Entre le secrétaire général de la présidence, Bakayoko, Donc je crois que il a des bras valides, mais qu'il laisse de côté son ego, qu'il prenne son courage demain. Mais toutes ces personnes qu'on cite lui ont fait allégeance. Non, c'est une allégeance. Non, et ces personnes lui ont fait allégeance, mais il nous en souvient également que le jour où il a annoncé la désignation de Gon Coulibaly comme le candidat, vous aurez remarqué que ça avait bouillonné même au sein de son entité politique. Donc c'est dire que ce qu'on nous présente à la face, ce n'est pas réellement ça, ce n'est pas concrètement ça, mais M. Alassane Ouattara peut se surpasser pour dire je reconsidère ma position. Ça va faire baisser sensiblement la tension en Côte d'Ivoire. Ayons le courage de dire la vérité. Lorsque il va se rétracter, il va reconsidérer sa position. Vous allez voir que la tension va sensiblement et considérablement baisser. Maintenant, il a le choix de proposer, de choisir un autre dauphin et puis de faire la campagne avec ce dauphin. Si ils ont toujours disons, cette manie ou bien toutes les capacités d'attirer l'électorat, ils vont voir que M. Ouattara ne sera plus président, il sera ancien président, mais peut-être que son dauphin peut prospérer. Mais à cette allure, donc s'il ne prend pas assez tôt cette décision, même s'il lui arrivait à la dernière minute de reconsidérer sa position, il mettrait en difficulté ce qu'il aurait, celui qu'il aurait choisi. Ce ne sera pas un aveu d'impuissance de sa part. Non, ce sera la marque de grandeur, de grandeur d'un homme public. Mais ça serait présenté comme quelqu'un qui a reculé sous la pression. Mais il a l'habitude de reculer. Alassane Ouattara, il a reculé. Il avait fait une promesse, il a reculé. Vous savez, le problème de Ouattara, c'est que personne ne l'a forcé à dire qu'il veut partir. Vous savez, à la limite, il pleurait sur une de ses sorties. Je me rappelle, c'était au cours d'une grande rencontre avec les militants du RHDP. Il était monté sur le podium. Il avait envie de pleurer. Il suppliait les Ivoiriens de le laisser partir. Il s'était engagé à partir. Et après, qui le retient? Voilà. Après, il est revenu dire « Je vais partir et je positionne un dauphin. » Il a été applaudi. Et donc aujourd'hui, si le dauphin est décédé, qu'on arrête de dire que c'est parce qu'un dauphin est décédé que Alassane Ouattara est revenu sur sa décision. Non, il a l'habitude de reculer. C'est pas la première fois. Et le 22, vous verrez, le 22 octobre prochain, vous verrez que les choses risqueraient de basculer si le programme de son investiture est maintenu, si c'est toujours son nom qui est maintenu. Vous verrez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui risquerait de se retrouver dans une situation où personne ne peut encore la contrôler. Il faut déjà voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec ces jeunes militants des différents bords politiques qui se rentrent dedans, qui se changent des mots, pas du tout côtois. Vous êtes fils d'un même pays, mais c'est la politique qui vous divise jusqu'à ce point. Si demain ou après-demain, les choses dégénèrent, on ne serons pas surpris de voir la Côte d'Ivoire se retrouver dans la même situation que le Rwanda il y a de cela quelques années. Est-ce que vous n'avez pas aussi le sentiment que de la part de l'opposition, il y a une sorte de fixation sur la personne d'Alassane Ouattara, comme si c'était lui, il est impossible de le battre dans les urnes? Non, je ne pense pas qu'il l'ait exprimé clairement. Donc ça, ce sont des suppositions, ce sont des lectures politiques. Parce que tout ce qu'on fait pour qu'il renonce à sa candidature, c'est un peu comme si on ne te veut pas comme adversaire. Dans une certaine mesure, mais c'est que les Ivoiriens se sont focalisés sur le nombre de mandats. Et donc c'est le combat qu'ils sont en train de faire pour dire qu'il n'a pas droit à un troisième mandat parce qu'il y a déjà un quiproquo au sujet de la Constitution, de la lecture même de cette Constitution. Au-delà de la lecture, on peut même parler de l'interprétation. Selon le bord politique des uns des autres de la Constitution. Donc il y avait déjà ça. Mais ce n'est pas
cette envie ou bien cette volonté de ne pas retrouver un Alassane Ouattara dans les urnes comme challenger. Mais les Ivoiriens se sont dit, et les Ivoiriens se disent que dans l'esprit de leur constitution, un troisième mandat pour Ouattara n'est pas d'actualité, n'est pas à l'ordre du jour. Donc c'est sur, disons, cette fibre que le peuple ou bien les hommes politiques qui sont en train de mener leur campagne. Sinon, Alassane Ouattara, s'il avait assez de marge de manœuvre, donc je ne pense pas qu'on puisse lui interdire de déposer sa candidature. Mais le débat a été assez tôt façonné par une certaine classe politique. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, qui donne l'impression qu'on fait un procès à M. Alassane Ouattara avant même la présidentielle. Et puis il faut ajouter, si tu le permets, que les opposants de Ouattara ne s'intéressent pas à Ouattara. Non, pas du tout. Le bilan de Ouattara, il est là. Les Ivoiriens sont les seuls juges de ce bilan. Le bilan, il est là de ces 10 années. Et donc aujourd'hui, pour les opposants, c'est le fait de voir Ouattara se braquer, revenir sur une décision, une promesse qu'il avait faite. C'est à la limite, c'est insulter l'intelligence de la population ivoirienne. C'est aussi insulter l'intelligence de l'opposition ivoirienne. Parce que c'est tellement facile de dire « je ne vais plus ». Et après revenir dire j'y vais. Ailleurs, les gens ont attendu pendant très longtemps que le président en fonction dise qui va aller, qui va se représenter aux prochaines élections. Il ne l'a pas dit. Après, on a interprété la question de la modification de la Constitution pour la mettre à son avantage et dire c'est un premier mandat, le compteur il est à 0, etc. Mais pour le cas de Ouattara, c'est le fait d'avoir dit aux Ivoiriens « je ne me présente plus » et aujourd'hui je me présente et qui pose problème. Les opposants n'ont pas peur de Ouattara pour aller aux urnes, même si c'est sous son exécutif que les élections vont être organisées. Les Ivoiriens savent définir celui qu'ils veulent pour être leur président pour les 5 prochaines années. Le bilan de Ouattara également, il est là. C'est vrai, Credo disait tout à l'heure qu'il y a un côté positif. Oui, on peut le lui accorder. Il y a beaucoup de choses positives qui sont à son actif pendant les 10 années. Mais derrière ce côté positif, il y a aussi d'autres pans de l'histoire qui l'ont rattrapé, qui ont fait de lui l'ennemi à abattre, celui qui ne reflète plus la parole donnée, celui qui n'a plus de respect pour ce qu'il avait dit, pour ce qu'il avait promis aux Ivoiriens. Et donc déjà, cette position entache la personnalité de ce grand homme, de ce grand homme qu'il avait incarné durant les 10 années dernières. D'accord. Ça nous conduit maintenant à la grande pause et on va revenir derrière pour continuer.